Avec nous pour ce match des idées ce soir, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication pour le cabinet Tilder, et Timothée Gagé, bonsoir et bienvenue, directeur de la communication stratégique au sein de l'agence Comfluence. Bienvenue à tous les deux. Certains disent qu'Emmanuel Macron en a un peu trop fait avec le pape François, qu'il a un peu utilisé les mêmes méthodes qu'avec un Donald Trump. Est-ce qu'il en a trop fait en termes de communication, Marie-Virginie Klein? Alors le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il en a fait beaucoup. Il a multiplié les signaux qui pouvaient montrer une proximité très forte, voire parfois trop forte avec le pape. Mais tout ça, moi ce que je lis derrière, c'est la poursuite de la stratégie de séduction des catholiques, qui est juste la suite logique de l'épisode des Bernardins. Ce qu'il a voulu Son discours au Collège des Bernardins. Son discours au Collège des Bernardins. Ce qu'il a voulu faire en montrant tous ces signaux de proximité, d'amitié, etc. C'était renforcer ce premier pas vers les catholiques en anticipant quand même des sujets qui vont arriver bientôt à l'agenda public et qui sont même déjà inscrits sur la loi bioéthique, la PMA, l'euthanasie, etc. Il prépare l'esprit des catholiques pour montrer une forte proximité avec le pape et qu'ils se sentent tout de même écoutés malgré tout. Timothée Gagé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajouterais qu'il y avait de la symbolique de part et d'autre. Car on a vu Emmanuel Macron offrir un roman de Bernanos au pape François. Finalement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le catholicisme s'inscrit dans la culture française, notamment sa littérature. Mais si vous voyez aussi le cadeau du pape François à Macron, il est lourd de symboles. Parce qu'il lui a offert une médaille de Saint-Martin. Et qui est Saint-Martin? Saint-Martin de Tours, c'était un des premiers évêques de Tours, mais surtout c'était un légionnaire romain qui est connu parce qu'il avait découpé son manteau en deux pour couvrir le démuni qui tremblait dans le froid. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que ce message envoyé très directement au président de la République? C'est aussi que quand on est un homme d'État, un homme de pouvoir, il ne faut pas oublier les miséricordieux. Et avec la situation des migrants qui était sans doute au cœur de leur discussion, cela était lourd de sens. Marie-Virginie Klein, d'un mot tout de même, moi si j'étais un électeur catholique et que je vois Emmanuel Macron se comporter ainsi avec le pape François, jusqu'à presque lui taper dans le dos, pardon, mais ça peut aussi heurter un peu. On ne se comporte pas de la même manière avec le pape François qu'on se comporte avec Donald Trump. Est-ce que c'est pas à double tranchant tout de même? C'est vrai qu'ils se sont étreints longtemps, qu'ils se sont embrassés, qu'il y aurait même une tentative de toucher la joue du pape de la part d'Emmanuel Macron. C'est vrai que dans le body language, enfin dans le langage corporel, on peut vraiment s'interroger sur est-ce que finalement ce comportement est décent pour un pape, etc. Je sais pas si la majorité des gens sera choquée. Par contre, globalement, il y gagne, en gros. En fait, il en a fait des tonnes parce que tout le monde ne scrute pas forcément les moindres faits et gestes. Et quand on lit à travers la diplomatie vaticane très codifiée, on peut se dire que cette rencontre est réussie sur en termes de communication. D'abord, le visage du pape, ça en dit très long. Au moment où la personne politique arrive, le degré d'ouverture et de fermeture du visage du pape en dit long. Pour la visite de Trump, il était très fermé. Pour celle de François Hollande précédemment, il était aussi un peu en recul. Là, il a accueilli Macron avec un sourire avenant, ce qui est quand même une première victoire. Autre signe, c'est évidemment la durée de l'entretien. 57 minutes d'entretien, c'est un record. Alors, c'est pas un record absolu puisque c'est Mitterrand, voilà, qu'il avait, voilà. Mais c'est un autre signal positif. Donc, ces gestes, pour ceux qui ont regardé dans le détail, ont pu surprendre, mais dans l'absolu, la séquence de com pour les catholiques est plutôt bonne, et je pense que pour son électorat, c'est plutôt un signal assez gros, peut-être grossier, certains diront en termes de communication, mais qui fonctionne, à mon sens. Et derrière tout cela, il y a aussi l'invitation du pape en France. 5 ans que l'épiscopat français veut faire venir le souverain pontife dans l'Hexagone. Selon Dominique Volton, que nous recevions ici même sur ce plateau hier soir, eh bien pour lui, c'est évidemment le rêve d'Emmanuel Macron. Écoutez. Vous imaginez bien que le président Macron, il voudrait bien que le pape vienne, évidemment. Bon. Et le pape n'est pas suffisamment un peu idiot pour ne pas comprendre que l'autre voudrait qu'il vienne après avoir pris le chanoine du Latran. Timothée Gagé, ce serait évidemment le coup de com' énorme. Ce serait le coup de com' énorme. Après, attention... Et il va peut-être le réussir en plus.
C'est tout à fait possible qu'il le réussisse, mais attention tout de même, gros sabot, grosse ficelle, ça peut se retourner contre le communicant et même contre le président. Quand vous disiez, c'est vrai que tout le monde a beaucoup glosé sur l'entretien de 57 minutes, c'est un signe incroyable, ils ont énormément de choses à se dire. À la limite, très bien. Et d'ailleurs, personne ne peut nier que Macron est quelqu'un qui est intéressé par les questions spirituelles, et sans doute que ces deux hommes, deux chefs d'État de styles très différents, mais chacun est pris de philosophie et de pragmatisme, avaient des choses à se dire. En revanche, faire une com juste sur la durée de l'entretien, ça peut se retourner contre lui. La petite tape dans le dos, je suis pas sûr que ça plaise non plus aux catholiques un peu classiques. Après, ce qui est vrai, c'est que si le pape vient en France, ce sera évidemment une bonne opportunité, mais le pape François est lui-même un bon communicant et pas du genre à se faire coincer non plus dans des pièges un peu faciles. Et lors de cette rencontre, Emmanuel Macron a tout de même fait une petite maladresse, pour ne pas dire une vraie gaffe. C'était au moment de présenter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, par ailleurs breton. Le détail est important, vous allez comprendre pourquoi. Et qui est breton lui aussi. Qui était à l'école avec lui. Il nous a avoué ce portrait. Et voilà. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est une... Les Bretons, c'est la mafia française. Mais ils sont très morts. Les Bretons, c'est la mafia française. Ça a l'air de faire rire le pape François. C'est une vraie gaffe? Ou c'est une communication maîtrisée? Comment interpréter ce moment? Alors là, il y a tous les indicateurs d'un dérapage en termes de communication sont là. Hein. On a le pape François qui rit mais un peu jaune, on le sent très bien. On a Brigitte Macron derrière qui a un sourire interloqué, qui est assez crispé. On a Jean-Yves Le Drian qui complète tout de suite pour essayer de rattraper le coup en disant oh là là, c'est morale française. Il essaye de remettre le sujet au niveau de la moralité papale. Donc non, c'est pas du tout habile. C'est pas habile du tout à l'égard du pape parce que en gros ce qu'il lui dit c'est que finalement Rome est dans un pays de mafieux, le Vatican. Oui, c'est pas en Italie, on pense mafia. Quand on est en Italie, on pense mafia. C'est pas habile à l'égard des Bretons qui, je rappelle, sont déjà pris là par la polémique autour du film Bécassine, dans lequel on dit que l'image de la femme bretonne est complètement dévalorisée. Donc c'est pas habile à l'égard des Bretons. Et alors même qu'il s'apprête à essayer de donner une tonalité jupitérienne à sa communication en essayant de resacraliser sa fonction avec ses échanges avec le pape, etc. Et ben là, hop, il tombe dans la petite phrase, comme il l'a fait d'ailleurs assez récemment avec la fameuse histoire du on n'appelle pas le président de la République Manu. Timothée Gagé. Oui, on se souviendra d'ailleurs que Sarkozy était venu avec un humoriste, enfin un comique, Jean-Marie Bigard. Macron s'y essaie lui-même. Alors, le comique en politique, c'est toujours compliqué. Et je pense qu'au Vatican, ça l'est d'autant plus. Parce que Monsieur Hollande, qui était Monsieur Petite Blague, ça s'est toujours retourné contre lui. On le trouvait sympa, on le trouvait drôle, mais ça désacralise la parole présidentielle. Donc s'il y a bien un moment où il faut pas faire non plus trop de blagues, c'est sans doute entre des rencontres entre deux chefs d'État. Et au Vatican, c'est d'autant plus compliqué. Surtout que moi, je pense vraiment qu'en fait, le pape a pas compris la blague, parce que les Bretons, je suis pas vraiment sûr qu'ils sachent exactement à quoi ça correspondait. Oui, il a peut-être juste retenu le mot mafia. Donc voilà. Donc en fait, il a fait une blague franco-française qui a pas été comprise. Et surtout, la mafia, c'est quand même très malvenu, parce que le pape est évêque de Rome et s'est engagé très fortement dans la lutte contre toute forme de mafia qui est à la Bresse sicilienne en Italie. Mais le pape est aussi argentin. Et il avait déjà pris position et il s'opposait à toutes les mafias qui pouvaient gangréner également l'Amérique du Sud. Donc c'était malvenu et surtout pas forcément très drôle. Il nous a pas habitués à ce genre de manque de maîtrise, Emmanuel Macron, de lui-même. C'est un très grand communicant, on le voit bien puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Et là, il se laisse aller, il prend un peu trop ses aises. Il y a une explication possible? Moi, ça me fait tout de suite repenser à l'épisode très récent avec le jeune qui lui dit Manu et qui lui dit voilà, on m'appelle pas Manu. Ça fait penser, alors maîtriser ou pas, le débat est là, mais à la vidéo sur le pognon là qui était
très récemment. C'est vrai que depuis 2 mois, Emmanuel Macron se relâche en termes de communication, mais justement parce qu'on lui avait reproché quand même cette communication jupitérienne, ce côté très inaccessible, voire parfois monarchique, sa façon monarchique d'incarner la fonction. Je repense aussi à cette photo sur les réseaux sociaux qui circule de lui pendant la fête de la musique au milieu de musiciens un peu déjantés, etc. Là, sur les 2 derniers mois, il a complètement inversé sa stratégie de communication pour sûrement se montrer plus accessible, plus proche, plus sympathique, plus empathique. Mais effectivement, trop de com, tu la com, et ça peut se retourner contre lui. Et il commence à être un peu difficile à suivre. Dernier thème de ce match, c'est cette guerre de communication entre les militants véganes et les bouchers. Une guerre qui va loin. Pour vous donner une petite idée, on va regarder cette affiche des militants anti-viande. C'est un boucher qui s'apprête à découper tout simplement une femme, comme il découperait un animal. Sauf que ça va au-delà des images. On assiste à une escalade de la violence. Les bouchers sont pris pour cible. Ils ont même adressé une lettre à Gérard Collomb dans laquelle ils demandent une protection policière. Nous comptons sur vos services et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement pour que cessent le plus rapidement possible les violences physiques, verbales, morales. Le président de la Confédération des bouchers charcutiers, Jean-François Guillard, était sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin hier pour tirer la sonnette d'alarme. Écoutez. Aujourd'hui, il y a 98 ou 97% des Français qui mangent de la viande, qu'on les laisse manger de la viande tranquillement. Nous ne sommes pas opposés aux personnes qui veulent pas manger de viande, c'est leur choix. Nous les respectons, mais on leur demande surtout de nous respecter. Timothée Gagé, on assiste à une guerre de communication. D'abord les affiches, les actes de malveillance, et maintenant, ça y est, les bouchers qui répondent. Alors en fait, cette guerre entre les animalistes, les véganes et ceux qui aiment bien l'entrecôte, elle a commencé depuis longtemps. Et elle a toujours été très bien menée, parce que elle a été menée par des actions de communication coup de poing très virales. On pense à toutes les vidéos d'L214. Elle est multicanale également parce qu'ils ont énormément de relais médiatiques, philosophiques. On pense à Aymeric Caron, Laurence Parisot, la Fondation Brigitte Bardot. Et donc finalement, jusqu'à présent, alors que seulement que les véganes représentent, je crois, 0,5%, les vrais véganes, je parle pas des végétaliens, 0,5% de la population française, ce sont eux qui font le débat et qui placent leurs idées. Finalement, là, en allant taper des devantures, c'est une erreur tactique, c'est une énorme erreur tactique, parce que autant ils commençaient à gagner un peu le combat de leurs idées, mais les Français n'apprécient pas que l'artisan boucher qui se lève le matin à 5h du mat pour découper ses entrecôtes se fasse caillasser sa vitrine. Donc je pense que ça va surtout se retourner très vite contre eux. Marie-Virginie Klein. Alors, moi, je pense qu'en fait, les bouchers là sont pas sur le bon sujet. C'est-à-dire qu'ils communiquent sur laisser ceux qui veulent manger de la viande tranquille. Sauf qu'en fait, le sujet, il est pas là. Le sujet, il est sur la reconnaissance de la sensibilité des animaux. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une guerre de com. Enfin, ils utilisent très bien la com et ils l'utilisent à fond, peut-être trop, peut-être à l'extrême. Mais là, on est sur une vraie guerre d'idées parce que la question de la sensibilité des animaux est très importante. Elle a été inscrite, en 2016, dans le Code civil, la sensibilité animale a été reconnue. C'est quand même une petite forme de révolution. Et en fait, ce sujet va monter, ce sujet est important. Et c'est pas simplement là un petit épisode. En fait, il va y avoir une vraie révolution, je pense, de pensée sur ce thème, et parce que le monde est en train de changer. Un exemple, au Conseil de Paris, il y a eu un vote qui a été soumis sur la construction ou non d'un monument aux animaux morts pendant la Première Guerre mondiale. C'est pas anecdotique. De la même façon que le sujet de l'interdiction des animaux de cirque est souvent mis à l'agenda pour les élus. Et donc, je crois que c'est pas du tout une guerre de com, mais c'est une guerre de changement de monde, donc une guerre d'idées. Et sur le sujet, les mentalités, en tout cas, le sujet va être amené à réflexion. De plus en plus, mais là, il y a aussi, et vous venez de le dire, il y a un switch entre la maltraitance animale et la consommation animale. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris ça, parce qu'ils ont tout intérêt, les véganes, à entretenir cette confusion.
parce que tout le monde est contre la maltraitance animale, la consommation animale, ça Et se c'est pour débat ça que les bouchers répondent mal, parce que les bouchers répondent sur la consommation de viande, alors qu'ils devraient répondre sur dans nos abattoirs, les animaux sont abattus. Mais ils le font aussi. Façon, Alors on n'a pas sorti l'extrait, mais ils disent aussi qu'ils s'inquiètent, qu'ils se soucient du bien-être animal et qu'ils vont dans des abattoirs pour vérifier que les animaux soient bien traités. Alors il faudrait qu'ils créent un label pour le ou quelque chose, parce que ce sujet va devenir prégnant. Il y a déjà énormément de labels, animaux élevés sans antibiotiques, animaux élevés en plein air. C'est sûr que quand on voit des vidéos d'L214 avec 35 000 poulets élevés dans le noir et sans plumes, tout le monde est contre. La question, c'est pas ça. C'est est-ce que on a quand même le droit de manger une vache qui a été élevée au soleil et qui a brouté de l'herbe. Et d'ailleurs, la plupart des agriculteurs, avant même les attaques de boucherie, avaient commencé à se réveiller et peu ou prou initier une com, mais elle était amateur parce que voilà, ils ont fait des selfies avec les vaches dans les champs en disant on aime nos animaux, et c'est vrai, je pense qu'ils les aiment, même s'ils les tuent in fine, ce qui peut choquer les urbains totalement déconnectés de la vie à la campagne, mais ils maîtrisent pas les outils de com, c'est-à-dire qu'un selfie avec une vache, ça peut pas lutter contre une vidéo de type Combini au brut que manie extrêmement bien L214. Mais est-ce qu'il c'est pas contre-productif d'aller agresser des bouchers? On dénonce une maltraitance et on crée une autre forme de maltraitance. Vous dites c'est un sujet sérieux qui va monter dans les années qui viennent, mais là ils se tirent une balle dans le pied. Eh ben en fait, ils mettent quand même, c'est grâce à cette stratégie qu'ils mettent le sujet vraiment au devant de l'affiche. Parfois, c'est pas pour défendre du tout cette cause, mais pour faire parler de soi, il faut parfois, quand la cause est défendue, comme vous le disiez, par vraiment une toute petite minorité, mettre en œuvre des procédés de communication qui soient très spectaculaires. Alors là, il y a toujours une frontière entre le spectaculaire et l'agressif, mais la réalité, c'est quand même que ce sujet du spécisme, ce mot d'ailleurs spécisme, qui est le racisme, qui est l'équivalent du racisme pour les animaux, c'est le racisme envers les espèces. C'est le mot employé par les végans. Et ben c'est un mot que personne connaissait peut-être avant il y a 2 jours, et qu'aujourd'hui auquel la plupart des gens sont sensibilisés. Donc enfin, je veux dire, s'ils n'utilisaient pas des stratégies de communication aussi fortes, personne n'en entendrait parler. Donc moi, je pense qu'ils ont raison de le faire. Après, ça peut choquer, c'est un peu violent, et il ne faut pas qu'ils franchissent la ligne rouge de l'agressivité. Tout à fait. Mais rappelons que l'antispécisme, c'est de mettre sur la même ligne les animaux et les êtres humains. Ça a été développé C'est-à-dire, nous sommes tous des espèces. Et l'espèce animale, au même titre que l'espèce humaine, est une espèce et qu'il ne faut pas faire de racisme. Il n'y a pas de différence entre un cochon d'Inde et un humain, d'un point de vue philosophique. Non, c'est de reconnaître la sensibilité des animaux. Ah non, ça c'est différent. Mais voyez, en tout cas, ce débat de Peter Singer est porté par Aymeric Caron. C'est lui qui a mis le débat de l'antispécisme sur la table. Ouais. Et donc voilà, il faut faire attention. Il y a les actions coup de poing, mais il y a surtout en termes de communication une très très grosse influence politique, philosophique qu'on retrouve dans différents médias. Et je ne pensais pas que le sujet vous opposerait à ce point. Je suppose que vous allez poursuivre cette discussion en antenne. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées.